Il était devenu le champion, le Messie. Il représentait un véritable espoir pour ce peuple qui, depuis longtemps, n'osait plus espérer. Il ne s'en prenait pas seulement au système ou au régime politique du moment. Il s'en prenait à tout le système. L'exclusion, l'exploitation. C'est pour ça que son discours était si dérangeant. Aristide avait un handicap qu'il n'a jamais pu surmonter. Je parle de ses liens avec les mouvements de masse. Hold on for a second, please. President Aristide resigned. He has left his country. The Constitution of Haiti is working. It's the beginning of a new chapter in the country's history. I would urge the people of Haiti to reject violence, to give this break from the past a chance to work, and the United States is prepared to help. Thank you. C'est une honte de voir les gens mentir de la sorte à la face du monde, comme si tout le monde était imbécile. Nous avons quitté Haïti parce qu'on nous a kidnappés le 29 février 2004, et jusqu'à maintenant, la situation ne fait que s'envenimer. Cela prouve que ce n'était pas moi le problème. Le problème, c'est eux. Ce sont eux qui ont créé tous ces problèmes. Qu'il y ait des élections aujourd'hui en Haïti, je me présente et je gagne, j'en suis certain, parce que mon expérience et ma réalité sont ancrées dans la vérité. Depuis qu'ils ont renversé leurs maîtres coloniaux en 1804, les Haïtiens n'ont jamais connu la liberté. Haïti est un pays divisé, dirigé par des dictateurs. 31 coups d'État militaires en près de 200 ans ont laissé la grande majorité des Haïtiens dans la pauvreté. En 1986, une révolte populaire met fin à la dictature notoire de Duvalier et permet à un courant révolutionnaire de s'exprimer. La première fois que je l'ai entendu, c'était à la télévision, immédiatement après que Duvalier ait quitté le pays. J'avais déjà entendu parler de lui, du jeune prêtre qu'il était. À cette époque, il était attaché à l'église Saint-Jean-Bosco, au beau milieu d'un bidonville. Cela m'a intéressé que quelqu'un de là-bas puisse parler si haut et si fort. En 1986, Aristide est apparu sur la scène avec un message populaire, disant que la société devait changer pour que les conditions de vie du peuple s'améliorent, qu'il fallait améliorer les conditions sociales, les écoles, qu'il fallait un système de soins de santé universel et un logement pour tout le monde. Pour la première fois, quelqu'un disait la vérité au sujet de la société haïtienne. Comment se pouvait-il que si peu de gens possèdent autant? Il voyait dans la justice le seul moyen de redresser la société haïtienne.
Aristide réclame justice pour les années de torture et de tuerie perpétrées par les Tontons Macoutes, l'armée particulière de Duvalier. This symbol means we still have Macoutes and big Macoutes in the country. So it's not a question to say we don't want to forgive. No, I forgive. But forgiving, I ask justice. Both have to go together. La classe dirigeante d'Haïti ne veut pas abandonner un système d'oppression et d'exploitation qui la sert si bien depuis près de 2 siècles. Ils envoient des hommes armés de mitraillettes et de machettes dans la paroisse d'Aristide, dans les bidonvilles de Port-au-Prince. Il m'a dit qu'il avait des renseignements fiables à l'effet que l'église allait être attaquée et il me demandait si j'avais un plan de sécurité à proposer. Il y avait des jeunes dans l'église qui étaient prêts à se défendre. Nous avions des gens de conviction. À cause de la dictature, on risquait d'être tué, on risquait d'être arrêté. Avec de la conviction, avec la foi, on pouvait faire face au danger, tous ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Je me souviens très clairement de la panique totale qui régnait. Je revois les gens qui couraient vers lui. Il a pris un micro et s'est mis à parler à la foule en disant « Dieu est avec nous. Le diable ne peut rien contre nous. » Les gens se sont ralliés à ce cri. Dans l'église Saint-Jean-Bosco, 12 personnes sont massacrées, 70 blessées. Et Aristide survit. En fait, il s'agissait d'alimenter la paranoïa chez Aristide et ses partisans au sujet des forces auxquelles il s'attaquait. Des forces beaucoup plus élaborées, mieux armées, mieux organisées, et qui avaient derrière elles une longue histoire de prise et de maintien au pouvoir. Aristide n'en avait jamais eu. En 1990, le premier État noir indépendant du monde est en position de prendre les rênes de sa propre destinée. Aristide décide de se présenter aux premières élections démocratiques jamais tenues en Haïti. Devenir président était pour moi un moyen de continuer à dire la vérité au peuple haïtien. Ne pas lui mentir, mais lui dire la vérité. Je crois qu'il avait le sentiment que s'il ne se présentait pas, ce serait une nouvelle trahison pour le peuple haïtien. Le candidat de Washington est Marc Bazin, un ancien employé de la Banque mondiale. Les États-Unis s'intéressent depuis longtemps à Haïti. De 1915 à 1934, les Marines ont occupé le pays, instaurant un système de répression et d'exploitation. Près d'un siècle plus tard, le peuple haïtien choisit avec une majorité écrasante Aristide, l'homme qui a promis de les faire passer de la misère à la pauvreté. Trois semaines après l'élection, les militaires organisent un 32e coup d'État. Mais le peuple haïtien est maintenant conscient de sa puissance. Ils ont complètement paralysé l'ensemble de la ville.
Ils ont dressé des barricades. Ils ont marché en masse vers le champ de Mars où se trouve le palais national et l'ont encerclé. Ils ont encerclé le quartier général de l'armée et l'armée n'a pas eu d'autre choix que d'en sortir. Dans les rues, les gens attaquent les ennemis d'Aristide. Des centaines de personnes sont tuées, dont bon nombre brûlées vives. Aristide paiera cher cette féroce loyauté. Je ne peux pas dire que j'ai été surpris qu'il ait recouru, ou plutôt qu'il ait permis un tel comportement. Je ne crois pas qu'il ait activement suscité des actes prétendument destinés à le défendre. Il les a plutôt laissés faire. C'est très regrettable, parce qu'une fois que ce comportement a commencé, il alimentait les critiques que les ennemis traditionnels d'Aristide voulaient utiliser contre lui devant la communauté internationale. Dans un sens, c'est un mauvais présage. Au moment de son entrée en fonction, Aristide jouit d'une popularité indéniable. Bonjour. Est-ce que nous sentons la caille? Est-ce que le palais national c'est caille partout? Il est impossible de prévoir ce qu'il va faire. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Quelle langue il allait employer. Il a prononcé un mot avec un geste, comme ça. Cric. Et 10 000 personnes ont fait claquer leurs doigts en disant « crac ». C'est ainsi que commencent les histoires chez les paysans. L'aîné de la communauté fait « cric » et tous les autres répondent par un crac. Ça s'est fait spontanément, ce n'était pas prévu. Et depuis lors, il les a entraînés avec lui dans la vague. C'était phénoménal. Le gouvernement d'Aristide concentre ses efforts sur l'alphabétisation, les soins de santé et la hausse du salaire minimum. Des mesures qui mettent en colère l'élite haïtienne. Malheureusement, les gens qui veulent faire travailler des esclaves sans les payer s'opposeront évidemment à ces petites mesures qui favorisent la justice. Et c'est ce que l'élite a fait. Si on regarde la réalité en face, dans mon pays, après 2 siècles d'indépendance, qu'avons-nous ? Une petite minorité, 1% de la population, qui possède plus de la moitié des richesses du pays. Le plus pauvre pays de l'hémisphère nord, Haïti, fournit la main-d'œuvre la moins chère. 17 familles tiennent les rênes de l'économie d'Haïti. L'industrie du textile du pays est dominée par Andy Aped. Vous savez, les gens ont tendance à dire que l'écart est trop grand entre les riches et les pauvres. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour dire que le degré de pauvreté en Haïti est inacceptable. Par contre, Haïti est un pays pauvre, même dans sa richesse. Il y a trop peu de gens qui possèdent du capital en Haïti. L'élite haïtienne utilise son argent pour financer un coup d'État militaire, pendant qu'Aristide lutte pour arriver à payer les réformes sociales. La communauté internationale n'a pas respecté sa promesse d'aide. Pendant qu'il était au pouvoir, l'aide arrivait au compte-gouttes. Tout juste assez pour continuer à faire tourner la machine, mais jamais assez pour que le président et son gouvernement puissent mener à bien ce qu'ils entreprenaient. En Haïti, l'aide a rarement été utilisée pour ériger des structures ou des modèles sociaux viables. Elle servait constamment des fins politiques. En septembre 1991, on sent l'imminence d'un coup d'État. Aristide se tourne vers les Nations Unies pour obtenir de l'aide. La fin d'un homme est la fin de l'homme. À tout un chacun de travailler pour une civilisation du travail et couper ainsi les racines de la faim. Quand il rentre en Haïti, Aristide est accueilli par une foule importante. Belles Antilles.
Les gens informés au sujet du coup d'État sont venus à l'aéroport et m'ont accompagné jusqu'au palais. Là-bas, j'ai pris la parole pour leur demander de garder l'œil ouvert, d'être aux aguets. Mais les opposants d'Aristide interprètent son discours comme un appel aux armes. Il est renversé le lendemain. Le 30 septembre 1991, la veille du jour où l'on doit adopter une loi imposant la hausse du salaire minimum. Raoul Cedras, commandant militaire d'Haïti, force le président Aristide à quitter le pays. Nous prétendions transformer complètement l'État, mais nous n'avions rien pour le faire, ni force militaire, ni force de sécurité. Nous étions totalement dépendants de l'armée. Cette même armée qui avait été si cruelle envers le peuple haïtien. Tout ce que nous avons fait, c'est de donner un nouveau ton, une nouvelle orientation. Le peuple nous a vu venir. De ce point de vue, ces 7 mois comptent énormément dans l'esprit des gens, ceux qui approuvaient ce que nous faisions comme ceux qui désapprouvaient. La violence s'abat sur Haïti. Le mouvement populaire d'Aristide est trop révolutionnaire pour qu'on le laisse vivre. Des milliers de ses sympathisants sont assassinés par le FRAP, un escadron de la mort financé par la CIA. Si un pays comme Haïti se permet de défier la puissance américaine sans en être inquiété, cela donnera des idées à d'autres nations, dans ce qu'on considère comme l'arrière-cour des États-Unis. C'est l'une des principales raisons. Au Nicaragua, certains investissements étaient en jeu, mais la vraie raison pour renverser les sandinistes, c'était d'éviter que d'autres pays ne suivent leur exemple. Quand Cedras était au pouvoir, tout le monde savait que ceux qui complotaient un coup d'État visaient les organisations populaires, particulièrement les mouvements paysans. Nous avons passé 4 ans cachés dans les montagnes. Ils ont incendié nos maisons, détruit nos jardins, abattu nos animaux. Ils nous ont emprisonnés. Chassé de son pays, Aristide plaide la cause de son peuple auprès de la communauté internationale. Celle-ci condamne le coup d'État, mais ne fait rien pour aider Haïti. Millions d'Haïtiens sont pris au piège. Des dizaines de milliers d'entre eux tentent de fuir le régime en prenant la mer. Ceux qui survivent au voyage sont renvoyés en Haïti par les autorités américaines. Ils devront faire face à la dictature. En
En exil, Aristide jouit de l'appui de plus de 1 million d'Haïtiens vivant aux États-Unis. Leur voix attire l'attention d'un nouveau président. Bill Clinton éprouve de l'empathie devant la souffrance du peuple haïtien. And we wanted to have the opportunity to speak to the American people and to the people of Haiti from the Oval Office to emphasize how important it is to me personally and to the United States to restore democracy in Haiti and to restore President Aristide as the elected leader of that country. To those who have blocked the restoration of democracy, I want to make it clear in the strongest possible terms that we will not now or ever support the continuation of an illegal government in Haiti. En juillet 1993, sous la pression de Clinton, Cedras accepte une entente négociée par l'ONU visant le rétablissement d'Aristide à la présidence 4 mois plus tard. Leur jour étant compté, les militaires s'attaquent aux principaux partisans d'Aristide. Antoine Ismery, le plus important bailleur de fonds d'Aristide, est tué devant une église bondée de témoins. La messe était en cours et soudain 2 individus sont entrés. L'un portait une mitraillette, l'autre portait des verres fumés. Ils se sont avancés en cherchant quelqu'un dans l'assemblée. 3 rangées devant moi se trouvait un homme du nom d'Antoine Ismery. L'homme aux verres fumés l'a pointé du doigt et son acolyte l'a tiré par les cheveux pour le forcer à quitter le banc et à sortir de l'église. Puis, ils l'ont tué. Il s'agissait de Chamblin, qui occupe aujourd'hui un poste de haut commandement en Haïti. Jodel Chamblin est un commandant du FRAP, soutenu par la CIA. De nombreux dirigeants de la CIA, très fidèles au Parti républicain, cherchaient à miner l'administration Clinton. La CIA lance une campagne de détraction pour contrecarrer les projets de retour au pouvoir d'Aristide. The CIA, if Aristide incited mob violence and encouraged necklaces, when he was in power, they said yes. Appuyé par la CIA, Cedras refuse de s'en aller jusqu'au jour où le président Clinton se décide à menacer de recourir à la force. En août 1994, Clinton envoie une équipe négocier avec Cedras. Au bout de 48 heures, le général accepte de partir, moyennant une promesse d'amnistie. Aristide ne pouvait pas demander au ministère de la Justice d'enquêter sur le coup d'État et d'entraîner les chefs en justice. Ils étaient donc libres. Parce que c'est ce qu'une partie de la communauté internationale voulait. J'ai accepté parce que je savais que tout système démocratique est un jeu où l'on perd et gagne à tour de rôle. Ce n'est pas tout pour soi, rien pour les autres. On prend une décision en pesant ce que l'on perd et ce que l'on gagne. Et quand on a l'impression que pour parvenir à nos fins, il vaut mieux perdre d'un côté pour améliorer le sort du peuple, on n'hésite pas. Un mois plus tard, 20 000 Marines débarquent en Haïti pour l'opération Restaurer la démocratie. Mais les militaires haïtiens s'accrochent au pouvoir.
not to interfere with anything that happens any millimeter beyond the edge of this damn wall. Au bout d'un certain temps, les Marines reçoivent l'ordre de dresser la liste des soldats haïtiens coupables de non-respect des droits humains. Stan Goff est affecté à Fort Liberté, dans le nord. Nous nous sommes rendus loin dans la campagne. Nous avons lu la liste de tous les membres de la caserne en demandant aux gens s'ils avaient des expériences à nous relater, bonnes ou mauvaises, concernant ces militaires. Nous sommes passés à travers cette liste. C'est un processus très laborieux, vous savez. Il fallait faire de la route jour après jour, réunir de grands groupes de gens, les faire asseoir et leur expliquer avec l'aide d'interprètes ce que nous nous préparions à faire. Tout le travail que chaque détachement avait fait partout dans le pays a été complètement ignoré. Ce n'était que de la poudre aux yeux, de la frime. Ce n'était qu'une farce pour épater la galerie. Quand il est devenu clair que ce processus visait en partie à saper l'autorité morale de Jean-Bertrand Aristide, la plupart des gens ont ajouté leur grain de sel. La propagande disait qu'Aristide avait été impliqué dans un incident au cours duquel on avait mis le feu à des drapeaux américains, que ces hommes avaient commis des assassinats. Il n'y avait pas l'ombre d'une preuve pour appuyer ces allégations, mais cela n'empêchait pas les rumeurs de courir. But still, these rumors had a cumulative impact. Le 15 octobre 1994, après 3 ans d'exil et la mort de 5000 de ses partisans, Aristide est renvoyé en Haïti. Le coût à payer pour avoir l'appui des États-Unis est élevé. Avant qu'il soit autorisé à rentrer en 1994, nous étions convaincus que les étrangers imposaient à Aristide un plan économique pour le pays. Un projet économique pour le pays. Ils l'ont remis au pouvoir pour pouvoir appliquer leur propre politique impérialiste. Privatiser, amener la mondialisation. Voilà pourquoi ils l'ont remis au pouvoir. Le président Aristide n'était pas d'accord avec la privatisation qu'on lui imposait. Mais il n'avait pas vraiment le choix. On peut d'ailleurs se demander quel dirigeant dans un pays du tiers-monde a vraiment le choix aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation. Si on avait pu prouver qu'il avait trahi les paysans, il aurait été très mal à l'aise. Je crois qu'il aurait vraiment eu le sentiment que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Il n'aurait jamais pu supporter une telle révélation si cela s'était avéré. Il ne reste qu'un an au mandat du président Aristide. Avant de quitter ses fonctions, il tente de protéger son pays contre un autre coup d'État. Il a dissous l'armée. Ce fut un grand coup de théâtre. Vraiment. Le vrai Aristide se levait. C'était une armée de 7000 soldats qui accaparait 40% du budget national. L'armée n'était pas au service du pays et du peuple haïtien, mais constituait une petite minorité opposée à une immense majorité. La Constitution d'Haïti interdit qu'un président occupe son poste 2 mandats consécutifs. En 1995, l'ancien premier ministre d'Aristide est élu. Au cours des 5 années suivantes, Aristide s'est opposé au sein de son parti, le parti Lavalas, aux décisions du Fonds monétaire international, faisant avorter la privatisation des sociétés d'État. Afin de conserver l'appui du peuple, Aristide tourne le dos à la communauté internationale et à ses demandes économiques. Une démonstration d'indépendance qui ne restera pas impunie. En 2000, 80% des Haïtiens vivent dans une pauvreté épouvantable. 70% sont sans emploi. Ceux qui travaillent ne gagnent pas suffisamment pour pouvoir nourrir leur famille. La démocratie donne lieu à de nouvelles élections. Aristide s'en tient à la même promesse, faire passer le peuple de la misère à la pauvreté.
The international community was in Haiti. Les représentants de la communauté internationale étaient en Haïti. Ils ont applaudi aux élections disant qu'elles s'étaient bien déroulées. C'est plus tard, quand ils ont commencé à voir les résultats, qu'ils ont créé cette histoire pour donner une mauvaise image d'Haïti. Le parti Lavalas d'Aristide remporte une victoire écrasante. Quelques mois après l'élection, la communauté internationale menée par les États-Unis crie au scandale. Les faits au départ, et il ne faut pas perdre de vue cette réalité si on veut comprendre ce qui se passe, c'est qu'Aristide a été élu avec une majorité de 92% dans une élection légitime. 92%. Et c'est un homme qui avait perdu l'élection et que la Cour suprême des États-Unis avait nommé président qui lui demandait de rendre des comptes sur cette victoire. Sous prétexte que les élections avaient été faussées, le président Bush bloque une aide de 500 millions de dollars, acculant Haïti à la faillite. Des millions de dollars en provenance des agences américaines servent à nourrir l'opposition contre Aristide. Ils ont financé des partis politiques en Haïti, des groupes sociaux, cette soi-disant société civile. Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 3 janvier. Je suis heureux. Tous les journalistes leur mangeaient dans la main. Pas tous, mais la majorité. Avec cet argent, ils ont demandé à des gens de mentir pour eux, en leur nom. On ne peut pas lutter à armes égales contre ces superpuissances, puisqu'elles prétendent que leurs mensonges sont vérité. Andy Aped est chef de l'opposition. Les trois quarts de ce mouvement que nous avons créé se composait de gens qui appuyaient M. Aristide et son retour d'exil pour reprendre le pouvoir. Nous avons dit à Aristide qu'il ne pouvait entreprendre son nouveau mandat après avoir été élu dans des élections bidons, qu'il devait reprendre les élections. Sinon, il hypothéquait son avenir. Une mauvaise élection, une mauvaise gestion, et c'est fini. Mon problème avec ces manifestations, c'est que l'hégémonie du mouvement était créée par les groupes mêmes qui avaient dirigé Haïti pendant 200 ans. J'ai affirmé, comme d'autres personnes l'ont affirmé dès février 2000, au moment de l'inauguration, qu'il y avait déjà un coup d'État en préparation. Nous l'avons crié haut et fort, mais personne n'écoutait. Le peuple haïtien, lui, le savait. Ces gens sont aux premières loges. Ils savent ce qui se passe. Pour eux, c'est une question de légitime défense. On utilise les confrontations entre les partisans d'Aristide et l'opposition pour dépeindre Aristide comme un dictateur. De l'autre côté de la frontière, en République dominicaine, Jodel Chamblin prépare son coup d'État, appuyé par des centaines d'anciens militaires de l'armée haïtienne dissoute. Ils avaient été intégrés dans des unités dominicaines pour recevoir l'instruction à la base militaire Costanza, en République dominicaine. Il faut bien comprendre qu'en République dominicaine, rien ne se passe sur le plan militaire sans que l'ambassade américaine ne le sache et n'y consente. En 2003, Chamblin dirige une guérilla attaquant des villages dans le nord d'Haïti. Les appels à l'aide d'Aristide à la communauté internationale demeurent sans réponse. Il envoie la police traquer les rebelles.
Les forces gouvernementales s'attendaient à ce que les paysans attaquent les rebelles à coups de machette. Comme les paysans n'ont pas suivi, les forces gouvernementales ont incendié près de 300 maisons, brûlé les récoltes, abattu les animaux et tué des enfants. Les paysans ont commencé à croire que le problème, c'était le gouvernement. Forcé de défendre son gouvernement, Aristide devient l'agresseur. Ceux qui, parmi les membres de la communauté internationale, appuyaient la rébellion, demandaient à Aristide de mettre un terme à la violence. Mais il n'en était pas responsable. Il s'agissait de légitime défense. Les Haïtiens savaient très bien ce qu'ils faisaient, vous savez. Ils l'ont acculé au pied du mur et l'ont laissé crucifier. Ils l'ont abandonné. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Il faut 3 éléments pour qu'un coup d'État réussisse. Et le gouvernement américain a systématiquement veillé à ce que ces 3 éléments convergent. D'abord, il faut une crise économique. Dès son arrivée au pouvoir, l'administration Bush a veillé à ce que le gouvernement d'Aristide soit incapable de tenir ses promesses électorales en refusant de lui accorder environ $1,5 milliard en argent et en droits. Ensuite, il faut une crise politique, laquelle a été générée, montée de toutes pièces par cette opposition. Ils ont commis acte perturbateur après acte perturbateur pour maintenir un état de crise politique permanente. Et enfin, il faut une crise politico-militaire, ce qui était plutôt facile à créer en Haïti, puisque le pays n'avait pas de force militaire. En janvier 2004, les rebelles entreprennent leur progression vers Port-au-Prince. Aristide, encore une fois, demande à la communauté internationale d'intervenir, mais en vain. Le 29 février 2004, des diplomates américains font monter le président Aristide les yeux bandés à bord d'un avion qui l'emmène en République centrafricaine. Il n'y avait eu aucun coup d'État depuis le démantèlement de l'armée. Les Américains ont dû se rendre en Haïti pour m'enlever de leurs propres mains. It's been a sad story for almost 200 years now. We have tried over the years to help the Haitian people and to help Haitian political leaders, but it just hasn't taken. Aristide parti, les États-Unis orchestrent la mise en place d'un nouveau gouvernement. Aucun représentant du Lavalas, le parti d'Aristide, n'y siégera. Dans les bidonvilles de Port-au-Prince, une résistance armée lutte pour le retour d'Aristide. Les chimères qui provenaient de gangs de criminels étaient prétendument utilisées par Aristide pour intimider l'opposition pendant les années qui ont précédé le coup d'État. Je ne sais pas ce qui se passait exactement avec ces groupes, mais je sais que souvent, on leur remettait de l'argent. Aristide connaissait très bien les risques de danger et de chaos puisqu'il en était la victime. Beaucoup de ceux qui ont attaqué l'église Saint-Jean-Bosco le 11 septembre 1988 avaient été proches d'Aristide. Mais ces gens-là ont changé leur fusil d'épaule quand quelqu'un s'est présenté avec de l'argent et une solution immédiate à leurs problèmes. Des rumeurs circulent voulant que l'élite d'Haïti fournisse des armes et de l'argent aux anciens hommes forts de Lavalas pour qu'ils attaquent les loyaux partisans d'Aristide. Après le départ d'Aristide, 700 membres du parti Lavalas sont arrêtés et jetés en prison sans accusation.
plus de 600 sont tués. La police nationale d'Haïti et les anciens militaires sont accusés de procéder à des exécutions sommaires. Ils jouissent pour leurs opérations de l'appui de la mission de stabilisation de l'ONU. Marie-Michel, est-ce que nous voulez nous baptiser Marie-Michel? Marie-Michel, baptisez-vous. At least we, Sam. For the government. Au lieu d'aider les gens ici, le gouvernement a envoyé des soldats. Il a envoyé la police. Il a envoyé des bandes criminelles pour nous battre, nous maltraiter, nous arrêter, nous abattre. J'allais chercher Aristide. Ils ont suivi la voiture, nous ont filé. Ils nous ont pris en chasse et se sont mis à tirer. Ils ont tiré directement sur les gens. Ce garçon fait partie de ceux qui ont été touchés. Elle l'a atteint ici, a traversé, pour ressortir ici. Il a eu beaucoup de chance. La première accusation consignée dans le rapport de police était « perturbation de l'ordre public ». J'offrais mon aide. J'assistais les gens, comme je le fais 2 fois par semaine dans cette paroisse. C'est ça, perturber l'ordre public? Vous voyez, ils ne savaient même pas pourquoi ils m'avaient arrêté. Ils ont commencé par m'arrêter, et ensuite, ils ont cherché un motif pour m'inculper. Lumière, Jésus-Christ, éclairez-nous. Lumière, Jésus-Christ, sauvez. Une campagne internationale menée par des groupes de protection des droits humains force le gouvernement intérimaire d'Haïti à relâcher Jean Juste au bout de cette semaine. Au cours du même mois, le tribunal annulait la condamnation de Jodel Chamblin pour le meurtre d'Antoine Ismery. C'est une sombre farce. Cet homme avait été condamné par la justice et maintenant, une soi-disant justice prétend qu'il est libre. J'ai bien des divergences d'opinion avec M. Latortue et je ne suis pas d'accord avec la façon dont certaines choses sont menées. Mais en gros, je crois bien que ses intentions sont bonnes jusqu'à maintenant. Je ne crois pas qu'il veuille saboter, qu'il veuille détruire ou anéantir le parti Lavalas. Au contraire, je trouve son gouvernement trop tolérant vis-à-vis certains crimes qui auraient dû être jugés. Depuis le coup d'État, les entreprises en Haïti ne paient plus d'impôts. Le commandant des rebelles de Chamblin se prépare à se présenter aux prochaines élections en Haïti. Guy Philippe est soupçonné d'être un trafiquant de drogue et un assassin. Quand on pense que des personnes qui sont reconnues par la communauté internationale pour être des trafiquants d'armes, des desperados, des gangsters, des meurtriers, certains ont même été condamnés pour crimes contre l'humanité, dirigent maintenant Haïti, alors qu'en 1991, il y avait un gouvernement élu démocratiquement à la tête du pays. On ne peut que se demander comment un tel revirement a été possible. Nous savons qu'Haïti est d'un point de vue économique le plus pauvre pays de l'hémisphère nord. Mais nous savons aussi que nous sommes l'un des plus riches pays d'un point de vue historique, culturel ou humain.
Par conséquent, la lumière chassera un jour les ténèbres. Et partout dans le monde, les gens comprendront ce qui se passait dans ce pays, petit mais riche. Petit de taille, mais riche de ses valeurs.